Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée. Le 16 janvier dernier, la Société nautique de Marseille accueillait la conférence La santé de la mer, c'est aussi ma santé. Une conférence dédiée aux enjeux de la pollution marine et son impact sur la santé. C'est aujourd'hui le sujet de l'émission Méditerranée du jour, avec comme invités les deux organisateurs de l'événement, les docteurs Pierre Souvé, président de l'association Santé Environnement France, et Marine Crest-Guilly, présidente de Guérir en mer. Henri Bourgeois-Costa, expert dans le domaine de l'économie circulaire et de la pollution plastique à la Fondation Tara Océan, sera le troisième intervenant. Nous, on défend le concept Une seule santé de l'Organisation mondiale de la santé qui montre l'interrelation entre les santé animales, végétales, la préservation de la biodiversité, la préservation du climat et bien sûr la santé humaine. Dans ce cadre, on a beaucoup étudié les liens entre nature, le vert et la santé et ces interrelations, moins les liens entre le bleu, la mer, et ces interrelations et la santé. Donc ça rentre dans ce cadre, promouvoir le fait que notre santé dépend absolument de notre environnement. Plus de 25% des maladies chroniques dans le monde sont dues à un environnement qui n'est pas de bonne qualité. Donc notre slogan, c'est « Il n'y a pas de bonne santé dans un environnement sain ». Et c'est l'occasion, avec des grands scientifiques, d'explorer un petit peu les pollutions qu'il y a dans la mer, pollution plastique, pollution perturbateurs endocriniens en particulier, qui en fait nous reviennent dessus puisque on va manger des poissons. L'exemple le plus connu, c'est la contamination au mercure des poissons et même ces fameux PCB, c'était des produits de l'industrie chimique qui ont contaminé l'ensemble de la faune aquatique, notamment les gros poissons. Et donc on ne peut pas se dire il n'y a pas d'interrelation avec la nature, le vert, avec la mer, le bleu. Tout est lié effectivement. Et quelle est cette association Santé Environnement France? Pourriez-vous nous présenter sa mission? Alors, c'est une association uniquement de professionnels de santé, donc tous les dirigeants sont bénévoles. On a quelques collaborateurs qui existent depuis bientôt 20 ans et qui traitent de toutes les pollutions et qui visent à protéger les populations de ces pollutions. Depuis qu'on connaît le concept d'une seule santé, on a les arguments scientifiques pour dire qu'une nature en bonne santé, ça améliore la santé humaine, notamment le contact avec justement cette nature, de diminuer de 30% le risque de mortalité. C'est un exemple assez simple de résultat absolument extraordinaire d'une nature en bonne santé. On fait des petits guides à destination du public, le guide par exemple bio, femmes enceintes, bioalimentation, activité physique et environnement pour ne citer que cela, qui vont donner aux Français les bons gestes, comment éviter les pollutions ou comment ne pas polluer non plus, parce que bien sûr ça va dans les deux sens. Il faut savoir se protéger des pollutions et ne pas en rajouter avec des pratiques qui peuvent être facilement changées. Des préconisations essentielles. Et aussi, alors bon, on l'entend aussi manger certains poissons plutôt que d'autres. Oui, il y a eu récemment une nouvelle étude sur le thon en boîte, dépasser les taux de mercure, avec des valeurs en France qui étaient supérieures à d'autres pays. Oui, les gros prédateurs accumulent toutes les pollutions qui viennent de la Terre, les fameux PCB, le mercure, et c'est pour ça que nous on dit régulièrement il faut manger des petits poissons, la sardine et le maquereau, et encore il faudrait que ce soit un maquereau relativement jeune pour pas qu'il ait eu le temps d'accumuler, mais évidemment le thon, l'espadon, les gros poissons vont être beaucoup plus contaminés. C'est particulièrement important pour les femmes enceintes, puisque ces produits toxiques vont être transmis au fœtus et chez l'enfant, bien entendu. Alors, on vous dit pas de ne pas manger le thon, mais il faut être très raisonnable et que ce soit pas toujours la même alimentation. Dernièrement, j'avais fait une échographie du cœur, parce que je suis cardiologue, à une dame qui avait un cancer du sein en chimiothérapie. Je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que vous mangez habituellement? Elle me dit, je mange du thon 2 fois par semaine. J'ai dit, personne ne vous a posé la question, le thon est à la fois porteur de ces PCB cancérigènes, de ce mercure toxique et aussi un perturbateur endocrinien, avec une activité œstrogénique. Or, dans les cancers du sein, tout ce qui est œstrogène, c'est pas très recommandé. Donc je lui ai dit, je peux pas vous promettre que vous allez guérir, mais c'est plus cohérent d'éviter de manger ces gros poissons qui ont des produits perturbateurs endocriniens dans leur intérieur. Et parmi vos projets, un voyage engagé prévu en 2027 avec l'association Guérir en mer. Pourriez-vous nous en dévoiler les grandes lignes et comment a-t-il pu se mettre en place? On connaît bien le docteur Marine Crest, qui donc est installée à Marseille, une navigatrice émérite, qui a créé cette association pour améliorer la santé mentale. Le bleu, la mer, a vraiment une action forte, de nombreuses études prouvent sur la santé mentale. Donc elle amène les soignants dans des sorties en bateau, les soignants qui sont en burn-out. Et tout naturellement, puisqu'elle est très engagée en santé environnement, eh bien on a décidé de
s'associer sur cet engagement dans la Mini Transat en 2027. Donc elle va partir, elle a porté nos valeurs et donc on a décidé de la soutenir. Notre premier mécène, il y a plus de 15 ans, c'était une mutuelle qui s'appelait la Solidarité Mutualiste et le contact que nous avions eu avec lui, c'était par la Mini Transat. Un de mes collègues qui travaillait à la clinique avec moi avait fait cette Mini Transat et dans les suites, Solidarité Mutualiste nous avait soutenu. Donc en fait, on a une histoire, je veux dire, d'amour avec cette Mini Transat et on est très heureux de soutenir Marine Krebs, qui est une femme exceptionnelle, je crois qu'on peut le dire, et qu'elle porte nos valeurs. Et donc vraiment, c'est avec enthousiasme qu'on soutient ce projet. Et l'on comprend votre motivation. Alors la mer est essentielle, mais elle est pourtant peu présente dans le quotidien des Marseillais. Comment impliquer une plus grande partie de la population ? Quand on connaît les bénéfices physiques donc de l'activité, on va nager, on va se promener sur la plage, et les bénéfices mentaux de la fréquentation de la mer, on a envie en effet que le maximum de personnes puissent en bénéficier. Et pour ça, il ne faut pas en avoir peur. Je crois que 25% des Marseillais ne savent pas nager. Donc déjà, il faut que dès le plus jeune âge, et même pour les générations qui sont moins jeunes, il faut qu'ils puissent y aller, j'allais dire, l'esprit tranquille. Comme il n'y a pas peur de se noyer, l'esprit tranquille, avec une accessibilité qui doit être renforcée, évidemment, du littoral, et bien sûr, qu'on puisse y aller en famille. Donc c'est un gros travail à la fois initial donc d'éducation aussi, puisque peu de gens connaissent ces bénéfices, et donc il faut à la fois apprendre à nager, accessibilité, sécurité, éducation, c'est un facteur essentiel des déterminants de la santé. Le système de soins, sur tout l'ensemble d'une vie, ce n'est que 15% des déterminants de votre santé. La majorité des déterminants, c'est des déterminants sociaux, professionnels, éducatifs. Il y a un gros volet d'action pour améliorer la santé des populations. Parce que notre but à nous, c'est qu'il y ait moins de patients, moins de gens malades. Et notre slogan, c'est prévenir plutôt que guérir. Je suis médecin généraliste installée à Marseille depuis bientôt 10 ans. On a créé cette association en 2019 avec un ami kinésithérapeute, Jean-Baptiste Bourlard, et on avait envie de partager notre passion de la voile et les bienfaits ressentis quand on navigue à nos confrères et nos consoeurs et en fait à l'ensemble de tous les professionnels de santé. Le concept, c'est d'emmener des soignants sur l'eau, quel que soit leur métier du soin, et de leur faire découvrir la voile comme un sport santé. Et surtout de diffuser un message qui, soignants, prenez soin de vous pour pouvoir continuer à prendre soin des autres. Je suis convaincue que quand on ne va pas bien soi-même, on n'est pas capable de soigner correctement les gens. Et si on ne prend pas soin des soignants qui vont mal, il faut être très honnête avec ce constat-là, qu'aujourd'hui en France, les professionnels de santé ne vont pas bien, ont des problématiques de santé physique, psychique, ont des difficultés réelles dans leur quotidien qui les empêchent de continuer à exercer leur profession malgré la passion qu'ils peuvent avoir, malgré leur vocation, malgré l'envie en fait de soigner. Aujourd'hui, ils n'y arrivent plus. Et si on ne prend pas soin d'eux, demain, il n'y aura plus personne pour s'occuper des gens. Tellement vrai ce que vous dites. Et alors, comment s'effectue la sélection des soignants ? Combien de soignants ont pu vivre cette belle aventure et quels ont été le retour ? Ça va faire 6 ans que l'association elle existe. Malheureusement, avec la crise Covid, on a dû reporter le début de nos actions. Donc, ça fait vraiment 3 ans que l'association est active. Les soignants, ils ne sont pas sélectionnés. C'est vraiment une asso qui est ouverte à tous les professionnels de santé, quel que soit leur métier. On les emmène faire du bateau, donc tous les mois, à bord de bateaux qui sont mis à disposition bénévolement par des skippers, pas des skippers professionnels, qui sont des gens qui sont propriétaires de bateaux et qui donnent de leur temps et qui accueillent à bord de leurs voiliers ces professionnels de santé. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Après, comme on manque parfois de place, parce qu'il faut qu'il y ait ces bénévoles qui donnent de leur temps et qui puissent accueillir à bord les soignants, c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est priorité à ceux qui vont le plus mal. Ça, c'est vraiment pour les sorties mensuelles, c'est-à-dire quand on a un nombre de places limité, on propose aux soignants de s'auto-évaluer sur des grilles d'évaluation du burn-out, qui sont des grilles d'évaluation de l'épuisement professionnel. Très spontanément, les choses se font, on n'a pas besoin de forcer. Les gens qui vont vraiment le plus mal sont prioritaires et puissent participer à nos journées. Par contre, tous les ans, on organise la régate des soignants. On a des soignants qui viennent de toute la France à Marseille, puisque donc, l'association elle a été créée à Marseille. Et là, c'est vraiment ouvert aux soignants et même aux non-soignants, à leur famille, à leurs amis, parce qu'il faut imaginer qu'un professionnel de santé, parfois il travaille la nuit, il travaille les week-ends, il y a les gardes. Et donc si on lui dit, tiens, si tu veux venir faire du bateau, alors que c'est un week-end où il n'a pas vu sa famille depuis plusieurs week-ends parce qu'il a été de garde les week-ends d'avant, il va nous dire, non, je viens pas. Mais en fait, on lui dit, mais viens avec tes proches, parce que ça permet de partager un moment ensemble sur l'eau. Et ça permet aussi de faire prendre conscience aux non-soignants de l'importance de se préoccuper des professionnels de santé. Et c'est aussi une sorte de solidarité
solidarité, de dire, un peu comme pendant le Covid où on pouvait applaudir le soir les professionnels de santé, les gens, ils sont là pour témoigner de leur soutien. Et parce qu'il y a une prise de conscience collective que la santé du soignant, c'est une problématique de santé publique. Oui, et également, on a une petite pensée pour les internes aussi. Les internes, c'est vraiment un sujet très préoccupant. On a un taux de suicide chez les internes qui est extrêmement élevé. Et malheureusement, les choses ne changent pas beaucoup, malgré tout ce que les syndicats et les associations, même aussi l'ordre des médecins peut pouvoir faire et mettre en place. Il y a une grosse problématique de l'interne qui est dans un état de fragilité, dans sa formation, qui est soumis à énormément de contraintes, qui n'a pas de reconnaissance, très peu de reconnaissance, et qui a beaucoup de pression. Parce que il y a le fait d'être jeune, d'être confronté à des difficultés, la mort, la souffrance, la douleur, et d'être soit pas bien encadré, soit encadré par des soignants qui eux-mêmes ne vont pas bien. Donc c'est extrêmement difficile d'amener un élan et une énergie à un jeune étudiant qui est déjà dans une difficulté. C'est un cercle vicieux où on voit en fait tout le système de santé qui est en train de s'effondrer, avec au cœur de ce système ces soignants qui sont quand même des êtres humains. C'est pas parce que vous êtes soignant que vous pouvez pas être malade, ça on a tendance à l'oublier, et que vous pouvez pas être fragile. Le soignant, il sait prendre soin de l'autre, il a été formaté pour ça, mais il a du mal à prendre soin de lui. Pour plein de raisons, c'est extrêmement complexe, ça intègre énormément de données de psychologie, des données sociales, des données historiques. C'est-à-dire que le professionnel de santé, il y a un tabou. Il ne doit pas être fragile parce qu'il est là pour s'occuper de l'autre et pas pour s'occuper de lui-même. Et ça, c'est ce qui fait que c'est très difficile de s'occuper d'un soignant qui n'ose pas dire qu'il va pas bien, qui n'ose pas être du mauvais côté, entre guillemets, de la barrière. Parce que lui, son rôle, c'est bel et bien pour s'occuper de l'autre. Ils se sentent trop responsables, en effet. Et vous proposez également des conférences. Oui, la voile, donc c'est un sport extraordinaire. Quand vous êtes sur l'eau, ça vous apporte un moment d'évasion immédiat. Ça sollicite au niveau psychique des moments de déconnexion totale, de la pleine conscience. Ça sollicite des muscles que vous avez l'habitude de sélectionner. Ça vous donne une dynamique. Il y a le côté méditatif, le fait d'être dans un environnement naturel, d'être au milieu de la nature avec les éléments. Malheureusement, on est soumis à la météo. Et quand on ne peut pas naviguer, que ça peut être l'hiver ou des moments où il y a trop de vent, on propose des alternatives pour ces soignants. Parce que finalement, on se rend compte que le fait de se préoccuper du soignant, qui déjà lui fait du bien et qui se retrouve dans un groupe d'autres professionnels de santé pour pouvoir partager ses difficultés en dehors de son milieu professionnel. Et rien que le fait de se retrouver, que ce soit finalement à terre ou en mer, ça crée des petites bulles d'oxygène pour ces soignants. On fait des conférences qui peuvent parler du burn-out du professionnel de santé, avec des experts qui nous expliquent pourquoi quand vous êtes soignant, vous êtes plus à risque de faire un burn-out que dans une autre profession. On parle aussi de la mer, on parle de l'environnement. On a créé aussi Guérir en musique, avec un groupe de soignants musiciens. On a fait Guérir en montagne, parce que la montagne, comme la mer, ça va être des retrouvailles dans un environnement naturel, où on va faire du sport et on va se retrouver entre nous. Tous ces moments, même s'ils ne sont pas en mer, sont des moments bénéfiques et sont surtout des moments pour les soignants. Quand vous dites à un soignant, non, cette association, c'est pas pour les patients, c'est pour vous, rien que ça, qu'il y ait une reconnaissance et qu'ils se disent, mais attends, maintenant on s'occupe de moi, rien que ça leur fait du bien. On a des subventions publiques, donc Guérir en mer, c'était créé à Marseille, on a eu un énorme soutien de la part de Renaud Muselier avec la région sud, c'est vraiment la principale source de financement public. Et puis après, on a des sponsors, des soutiens privés avec des entreprises qui ont aussi cette sensibilité à la fois du soignant et de la mer. Donc on a la Banque Populaire Méditerranée qui est notre plus gros partenaire depuis le début de l'aventure, avec la Société Nautique de Marseille qui est le club support où a été fondée aussi l'association, et puis des mutuelles, la médicale. Donc on essaie de rester très cohérent dans les personnes qui soutiennent parce qu'on a les mêmes valeurs, on a les mêmes objectifs, c'est prendre soin à la fois des soignants et de la mer en même temps. Vous voyez, il y a cette cohérence au niveau du financement. Il y a des gens qui nous font des dons, beaucoup de dons. Il y a même des soignants qui donnent à l'association alors qu'ils n'ont pas forcément les moyens. C'est assez diversifié, mais ça reste très cohérent pour financer l'association. Aujourd'hui, en France, il y a 9 antennes Guérir en mer qui existent sur les côtes françaises. Donc, sur toutes les côtes, on part de Dunkerque en passant par Brest et Sables-d'Olonne, Perpignan, Marseille, Cannes. Donc, c'est vraiment sur toutes les côtes françaises. Et il y a des antennes Guérir en mer pour que les soignants puissent aller naviguer au plus près de chez eux. Et ça, c'est encore en cours de développement. Il y a une fédération nationale qui regroupe toutes ces antennes et qui est vraiment en train de s'activer. Il y a une belle dynamique, une prise de conscience qu'il faut vraiment s'occuper du soignant. Vous êtes expert dans le domaine de l'économie circulaire et de la pollution plastique à la Fondation Tara. En quoi l'économie circulaire peut-elle être une réponse face aux enjeux de la protection de la mer ? La question de la pollution plastique, c'est une question qui est globale. C'est pas qu'une question d'océan, même si la prise de conscience, elle a commencé dans les océans. L'océan est connecté à l'ensemble de la Terre et tout ce qui
qui affecte l'environnement de la planète, affecte les océans. Et c'est pour ça qu'on est obligé de chercher des solutions qui sont très loin de la mer finalement et qui sont plutôt des solutions de type économique, comme l'économie circulaire. Alors, quels sont les enseignements de ces 15 années d'exploration scientifique sur la pollution en plastique? Les grands enseignements, c'est qu'au-delà de l'image qui est très ancrée dans le public de 7e continent, de concentration de déchets, qui parle de grands déchets, et qui est une réalité aussi. Elle va bien au-delà de ça, cette pollution. Ce sont également énormément de micro et de nanoplastiques, très très grande masse de ces petits morceaux de plastique qui sont issus de la fragmentation des grands déchets ou issus d'usages qui utilisent des tout petits plastiques. Ces petits plastiques ils vont pénétrer assez profondément dans les écosystèmes, ils vont être pris pour alimentation par les animaux, ils vont servir de support à certaines espèces au détriment d'autres, et puis ils vont également véhiculer et transporter des produits toxiques jusqu'au plus intime des organismes et au plus intime des écosystèmes. Cette pollution, elle est vraiment très globale, et puis il ne faut pas oublier, et ça c'est vraiment un élément qui est très très important, la production plastique mondiale, c'est une production qui est basée sur du pétrole, et donc c'est une très grosse contributrice au réchauffement climatique qui lui-même affecte les océans. Aujourd'hui, on parle de 4% des émissions globales de gaz à effet de serre, donc largement autant que le secteur aérien, et dans les projections de l'OCDE, on parle plutôt d'une quinzaine de pourcents d'ici une dizaine d'années. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important aussi quand on parle de ce qui affecte l'océan en matière de plastique. La pollution plastique n'est pas qu'une question de grands déchets, c'est également un enjeu de toxicité qui est important. Ça affecte l'océan parce qu'il y a des produits chimiques dans les plastiques et ça en véhicule. Et puis c'est également un enjeu de réchauffement climatique puisque les produits plastiques sont fabriqués à partir de pétrole et donc contribuent au réchauffement global. Puis aussi les enseignements de la collecte des 70 000 échantillons donnent espoir, mais parle-t-on suffisamment des polluants éternels dont on ne connaît pas le potentiel destructeur à longue échéance? Alors c'est effectivement un sujet. Parmi les plastiques, il y a ce qu'on appelle des polymères perfluorés, c'est un nom un peu barbare, mais c'est une famille de polymères, donc certains sont connus sous le terme de PFAS. Tous les PFAS ne sont pas des plastiques, mais certains PFAS sont des plastiques. Et ceux-là, on en connaît très mal, évidemment, les conséquences sur le vivant et sur les écosystèmes, parce qu'on n'est pas capable de se projeter dans une échelle de dégradation. C'est évidemment aujourd'hui le début de la recherche sur à quel point ils sont présents dans l'environnement et comment est-ce qu'ils affectent le vivant et comment est-ce qu'on va devoir faire avec ces polluants dans l'environnement. Un traité mondial de lutte contre la pollution plastique devait être négocié au plus tard, à la fin de l'année 2024. Où en est-on? Effectivement, c'est un traité qui est très très important puisque une pollution globale comme la pollution plastique ne peut avoir de solution qui ne soit pas globale également. Et donc on a besoin de ce cadre d'un grand traité international aux négociations desquelles j'assiste au nom de la Fondation Tara-Océan. Et aujourd'hui, les choses avancent. Il ne faut pas voir le verre à moitié vide, ce serait dommage parce que cette prise de conscience de la pollution plastique, elle est toute récente. Il faut bien imaginer que quand on parle de pollution chimique adossée à la pollution plastique, quand on parle de réchauffement climatique adossé à la pollution plastique, c'est quelque chose qui n'était pas du tout présent dans la tête des décideurs il y a encore 4-5 ans. Et donc il faut le temps que ça fasse son chemin et on voit le groupe des États qui sont volontaires pour faire des choses ambitieuses s'épaissir round de négociation après round de négociation. Donc évidemment, on ne peut que regretter qu'on n'ait pas abouti à Busan en Corée en novembre dernier à un traité, c'était l'objectif, mais en même temps il faut être réaliste, le mandat qui était le nôtre pour la négociation, qui était un mandat d'arriver à un traité en 2 ans, était un mandat qui était presque réaliste, en tout cas extrêmement ambitieux pour le moins. Donc on attend maintenant la prochaine phase de négociation qui devrait avoir lieu en 2025 et on espère évidemment et on se mobilisera à la Fondation Tara-Océan très fort pour obtenir un texte très ambitieux à hauteur de l'enjeu que nous avons devant nous. Tout de même, les pays occidentaux ont souvent été condescendants à l'égard des autres pays. Le Bangladesh a été le premier pays au monde à interdire les sacs plastiques. Ne serait-ce pas une question de volonté, d'éducation liée à la culture occidentale? Et là, j'englobe tout le monde, citoyens, décideurs, chefs d'entreprise. Oui, alors indéniablement, la question de la pollution plastique est un fait de pays riches. Il n'y a pas de sujet. Même si certains essayent de détourner l'attention et de dire que la pollution mondiale est le fait de la croissance économique des pays pauvres, un chiffre permet très clairement d'arrêter cette discussion. Aujourd'hui, un habitant des pays riches de l'OCDE consomme en moyenne
moyenne 248 kg par an de plastique, quand un habitant de pays non OCDE, donc de pays en développement, en consomme que 77 kg. Donc on voit bien qu'il y a un écart qui est absolument gigantesque. Certains pays, effectivement, vous avez cité le Bangladesh, donc pour en citer plein d'autres de pays du Sud, et notamment, il ne faut pas l'oublier, la Tanzanie, qui est un pays assez moteur sur ces questions-là, ont supprimé un certain nombre d'objets. Mais il serait dommage de réduire la question de la pollution plastique à simplement une question d'objets inutiles. C'est évidemment une partie du sujet, mais ça ne suffira pas de toute la question des plastiques. On a d'innombrables usages des plastiques qui échappent complètement au regard du citoyen, qui sont extrêmement techniques, extrêmement dissimulés. Traiter de la question de la pollution plastique veut dire traiter évidemment des objets inutiles, du suremballage, ça c'est une composante essentielle, mais ça veut dire aussi traiter tous les autres, ceux qui sont surabondants dans le secteur de la santé, dans le secteur des transports, dans le secteur du bâtiment. Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée.